Y tenemos la fortuna de estar acompañados por el doctor Dominique Boulier, quien nos compartirá un poco de su expertise en la materia y de quien voy a leer ahora mismo una pequeña síntesis curricular. El doctor Dominique Boulier es sociólogo y lingüista. A partir de 2009 es profesor de tiempo completo del Instituto de Estudios Políticos de París y desde el 2022 es profesor emérito de Sociología del mismo instituto, adscrito como investigador del Centro de Estudios Europeos y de Política Comparada. En Suiza fue director del Laboratorio Social Media Lab en la Escuela Politécnica Federal de Lausana EPFL, en Francia. Coordinador científico de Media Lab de Science Pro con Bruno Latour, director del Ludwig Usser Lab y de COSTEC. Creó y dirigió la revista Cosmopolitics de 2002 a 2012. También fue creador y empresario en los años 90. Es autor de varios artículos y libros, aún sin traducirse al español, sobre cuestiones urbanas, la urbanidad digital, la ciudad evento, entre otros. Sobre cuestiones digitales ha publicado Sociología del ámbito digital en el 2019 y lleva una segunda edición. Sus trabajos de investigación reciente abordan las condiciones técnicas e institucionales para sobrevivir en universos digitales, cómo escapar de la influencia de las redes sociales o habitar el mundo digital, el Habitel, de próxima publicación, así como sobre los cambios conceptuales y metodológicos que deben de realizar las ciencias sociales para abordar el nuevo contexto digital. Propagaciones, un nuevo paradigma para las ciencias sociales en el 2023, y sobre las condiciones de regulación de las plataformas y los sistemas de inteligencia artificial, el poder de las plataformas, territorios y soberanías en el 2021. Recientemente publicó Deshumanización Digital en el 2025 sobre las consecuencias sociales y cognitivas de tomar decisiones técnicas a partir de plataformas de inteligencia artificial y de redes sociales. Sus trabajos están disponibles en su sitio web. Muchas gracias, doctor, y le dejo la palabra. Solamente mencionar que también nos acompaña Rebeca Boulier, quien nos hará favor de traducir cualquier situación que se necesite. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Soy Dominique Boulier. Lo siento, pero no puedo hablar español. Pero entiendo las preguntas. Y gracias a Carlos Tello y Ulises Vargas por la invitación. Y gracias a mi esposa, doctora Rebeca Boulier, por la traducción. Et je vais parler en français. Mais vous aurez voilà. Pero las diapositivas son en español. Je voudrais parler aux étudiants principalement. Désolé mes chers collègues, pour partir de l'idée que nous avons plusieurs possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle actuellement, et il y en a une première qui va être le chemin de la facilité, la voie de la facilité, où on prend ce qui est sur l'étagère et qui est gratuit, c'est-à-dire ChatGPT. Bueno, él se va a dirigir específicamente a los estudiantes, una disculpa para los maestros, pero él va a abordar la idea de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial de diversas maneras y no solamente tomar el camino fácil, que es tomar lo que está a la mano, ¿no? Exacto. Y que es gratis. La voie de la facilité, ça permet donc de prendre ce qui est gratuit, disponible, ChatGPT, mais aussi, et donc de poser des questions comme si on posait des questions à un moteur de recherche, alors que ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. Et on obtient des réponses qu'on ne peut pas contrôler,
puisque 30% des réponses sont des inventions, je vous rappelle, des hallucinations. Mais ça nous convient. Entonces, esta vía fácil, bueno, que es gratuita y que está disponible, nosotros le hacemos preguntas como si fuera un motor de búsqueda tipo Google, pero en realidad la inteligencia artificial no es un motor de búsqueda y además las respuestas que va a dar no son precisas porque hay 30% de estas respuestas que son lo que le llaman alucinaciones, es decir, que no son respuestas correctas, son invenciones. Et donc nous n'avons pas les sources. Quand vous faites une demande, un prompt à ChatGPT, vous n'avez pas les sources. Mais on fait comme si on n'avait pas besoin de ces sources-là. On lui fait confiance. Sí, la inteligencia artificial no da la fuente, ¿no? Cuando le hacemos una solicitud y entonces a nosotros nos acostumbramos a que no nos importa cuál es la fuente en la que se basa esa respuesta. On peut lui demander d'écrire des mails, ce que vous faites peut-être. Le podemos preguntar, solicitar, redactar un correo, que probablemente es lo que ustedes hacen. De faire des résumés Resúmenes et des traductions. y traducciones. Et on peut aussi lui demander de faire un plan de document ou de travail. También le podemos solicitar hacer un plan para redactar un documento o un plan de trabajo. La voie de la facilité, c'est aussi de lui demander des images avec un peu de précision. Vous qui êtes dans les domaines des arts, ça doit être une question intéressante pour vous. Una de las facilidades es también solicitar imágenes con cierta precisión en el dominio de los artes, tal vez ustedes ya lo han realizado. En fait, on fait comme si ça nous convient, même si en réalité on doit passer du temps à réviser certaines des propositions. Hacemos como si realmente eso nos conviene, pero en realidad tomamos mucho tiempo para hacer todas estas especificaciones. On peut aussi lui demander du code, et on fait comme si ça nous convient aussi, même si l'on doit en réalité contrôler tout après. De la misma manera, cuando le solicitamos un código, hacemos como que nos conviene, pero no sabemos en qué consiste este código. Et on peut enfin lui demander des vidéos aussi, même si effectivement on fait comme si ça nous convient, alors qu'en réalité il y a des problèmes parce que ça peut devenir très provoquant, ce qu'on appelle les deepfakes notamment, ou bien ça peut utiliser des sources qui existent mais qui ne sont pas mentionnées. El problema también con los videos es que pueden ser muy provocadores, que pueden ser falsos, pero que de todas maneras va a utilizar fuentes que no nos va a decir de dónde las tomó. Alors je ne sais pas ce que vous utilisez dans toutes ces fonctions, mais je pense que certains d'entre vous en utilisent quelques-unes, voire beaucoup. No sé cuáles son las inteligencias artificiales que ustedes utilizan, pero seguramente que, que vous en utilisez certaines, mais parfois beaucoup. Que ustedes utilizan algunas o muchas. Alors en fait, nous avons une alternative en ce moment. Il y a deux dimensions de l'IA générative, je dis bien, d'usage, qui peuvent être choisies. En realidad hay dos niveles de inteligencia artificial que se pueden utilizar. La première, elle consiste justement à apprendre à faire des prompts pour s'améliorer et pour être plus précis, pour contrôler les tâches complexes notamment. Le problème, c'est que je ne peux pas contrôler une IA générative. O sea, hay inteligencias artificiales generativas en las que ustedes pueden aprender a hacer una mejor solicitud, es lo que él va a decir prompt, es la solicitud como ustedes le hacen la solicitud a la inteligencia artificial, pero no van a controlar la complejidad de la respuesta. Donc on ne peut pas contrôler toutes les IA génératives. No, de la inteligencia.
L'autre possibilité, c'est d'adopter le mode compagnon, qui nous permet d'avoir un chatbot permanent avec nous, sur notre épaule. Mais il faut bien voir que ce n'est plus une interface homme-machine classique, c'est une immersion dans une relation permanente. La otra opción es adoptar el modo de compañero, donde vamos a tener como un chatbot aquí sobre nosotros, pero esto ya no es una inmersión, es una relación permanente. On peut faire les deux aussi. Podemos hacer las dos. Mais ce sont deux types de problèmes différents. Pero son dos tipos de problemas diferentes. Alors prenons le premier, la voie de l'apprentissage, où on apprend à faire des prompts. Sí, por ejemplo, la primera es la vía del aprendizaje, donde aprendemos a hacer estas solicitudes. Pour apprendre à faire des prompts, il faudrait le faire en se posant quelques questions dès le départ. Para aprender a hacer estas solicitudes hay que hacernos algunas preguntas desde antes de hacer la solicitud. Qu'est-ce que je veux réellement faire et comment je veux le faire? Pourquoi apprendre à faire cette version de prompt? Puisque dans ChatGPT, il y a des versions aussi. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo? ¿Y por qué utilizar esa versión de inteligencia artificial? Par exemple, 6 mois plus tard, ChatGPT aura changé de version. Moi, j'ai utilisé ChatGPT jusqu'à la version 5 et après, j'ai arrêté parce que c'était trop nul. Por ejemplo, o sea, porque después hay actualizaciones, por ejemplo, de ChatGPT, es que este me sirve o no. Él utilizó la versión 5.0 de ChatGPT y la versión posterior, c'est la version 5 que j'ai utilisée après les autres, et c'est la version 5 qui était nulle. Ajá, exacto, la versión 5.0 no fue muy útil y las versiones anteriores de ChatGPT eran mejores incluso. Et j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT. Y ahora ya no utiliza ChatGPT. Pourquoi est-ce qu'on va apprendre à faire des prompts avec cette IA particulièrement? Parce qu'il y en a plusieurs. ¿Por qué hacer una solicitud a esa inteligencia artificial en particular? Et est-ce que vraiment cette IA, ce système d'IA, est le meilleur pour les problèmes que je veux traiter? De verdad es que esa inteligencia artificial es la mejor para la solución que yo estoy buscando. Et pour cela, il faut dès le départ faire une comparaison entre les IA et leurs capacités. Y para ello hay que hacer una comparación desde el principio para ver cuál es la capacidad de cada inteligencia artificial. Vous voyez par exemple tous les IA disponibles en relation avec les grandes plateformes. Microsoft, Google, Meta, Amazon. Aquí ven, por ejemplo, varias opciones de inteligencia artificial disponibles, Google, Meta, Microsoft, Amazon. Et tous ces IA vont amplifier les réseaux, les problèmes, les dérives des réseaux que l'on connaît déjà sur les réseaux, les médias sociaux. Et les réseaux eux-mêmes vont amplifier les dérives de l'IA, puisque les médias sociaux et l'IA se connectent désormais complètement. O sea, todas estas inteligencias artificiales en realidad van a aumentar las derivas que hay con las redes sociales, porque las redes sociales y las inteligencias artificiales se conectan mutuamente todo el tiempo. Entonces hay una deriva en todas las inteligencias artificiales. Et il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités très différentes, de qualité aussi très différentes, comme celle-ci. Hay otras opciones muy diferentes como las que vemos en la pantalla. Donc il faut prendre des décisions. Il ne s'agit pas d'adopter ce qui est le plus courant et disponible et gratuit. Il faut prendre des décisions avec une responsabilité individuelle ou institutionnelle dans ses choix. Entonces hay que tomar una decisión con responsabilidad, no solamente lo que está disponible, sino tomarlo con responsabilidad individual. Individuelle ou institutionnelle. Una responsabilidad individual o institucional. Et pas seulement par le fait qu'elle est disponible sur l'étagère. No solamente porque está a la mano. Il faut bien voir que les IA génératives sont en fait une nouvelle architecture de connaissances
dans l'histoire de l'IA, c'est une nouvelle génération d'architecture de connaissances. La inteligencia artificial es una nueva arquitectura del conocimiento en la historia larga de la inteligencia artificial. Les IA génératives. Ah, les IA. Alors je vous rappelle justement qu'il faut revenir sur l'IA symbolique. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais l'IA symbolique, elle a eu une histoire de 30 ans au moins, bien plus en réalité, mais disons au moins de 30 ans actifs, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Hay que regresar a lo que es la inteligencia artificial simbólica, que tal vez algunos de ustedes conocen. Para eso hay que regresar en el tiempo 30 años, a los años 60. Jusqu'à maintenant, parce qu'elles existent toujours, elles fonctionnent très bien. Hasta ahora, de los años 60 hasta ahora. Ça fonctionne à partir d'ontologies qui décrivent le monde, ça sert à décrire le monde, à fixer des règles et à collecter les données pour faire un modèle du monde. Que está hecho de antologías que describen el mundo y que establecen reglas. Collectent les données et qui en font un Que modèle. recolectan datos y que hacen de él un modelo del mundo. C'est très important de penser qu'il s'agit d'un modèle du monde, c'est-à-dire que les données et les modèles sont connectés au monde tel qu'on le vit. Hay que hacer hincapié en que estas inteligencias artificiales en realidad están haciendo un modelo del mundo. Du monde que l'on vit, que l'on expérimente, que l'on fait l'expérience. Un modelo del mundo que nosotros experimentamos. Voilà une ontologie en biologie. Vous voyez qu'il y a des liens entre les éléments qui sont les parties d'une autre, qui ont des types qui possèdent certains features, qui possèdent certaines priorités, qui agissent sur d'autres, etc. Ça, c'est une ontologie. Este es un ejemplo de una ontología, es una ontología biológica, entonces es para dar una idea cómo es que un elemento depende de otras partes. Esto es como la explicación de una ontología. Avec des propriétés différentes. Con propiedades diferentes. On peut passer d'ailleurs des ontologies à des arbres de décision. Vous connaissez cela. Ce sont beaucoup de cas où on fait des choix en disant oui ou non, si ou non. On peut dépasser ça avec des arbres de décision beaucoup plus compliqués. Mais c'est possible qu'on fait ça tous les jours dans tous les processus. De las ontologías pasamos a los árboles de decisiones, que como ustedes conocen es un árbol de elecciones que se va derivando entre ellos. Donc l'IA symbolique, elle part d'un modèle que l'on construit et on va chercher les données pour les classer comme il convient. La IA simbólica es un modelo de datos que va a buscar los datos para dar una respuesta. Alors on dit qu'elle est prédictive aussi, parce qu'en réalité elle est contrôlée et supervisée par des experts. Decimos que es predictivo porque está controlado y supervisado por expertos. Ce qui n'est pas le cas de l'IA qui est venue ensuite, qui existait déjà, mais qui est venue ensuite, qui s'appelle l'IA connexionniste, qui est faite de réseaux de neurones, où là ce sont les data à partir des données que l'on construit le modèle. À partir des données, on construit le modèle. En referencia a la IA, lo que sigue de la IA simbólica es la IA conexionista, que no va a ser, que trabaja como una red de neuronas que en lugar de colectar los datos masivos y dinámicos, de manera masiva y dinámica. Pour construire le modèle à partir des données. Para construir el modelo a partir de datos. Donc on collecte des données en masse, de façon dynamique. Ça, le système apprend. Recolectamos los modelos en masa, pero de manera dinámica, para que el sistema aprenda. On fait des corrélations, des tests de corrélation. Hacemos pruebas de correlación. Et les modèles que l'on construit ne sont pas des modèles du monde, mais des modèles d'apprentissage. Entonces, el modelo que se construye no es un modelo del mundo, sino que es un modelo de conocimiento. On emploie le même terme, modèle, mais c'est un piège parce qu'en réalité, les modèles en IA symbolique partent du monde réel et du sens du monde,
Alors qu'en IA connexionniste, il parle seulement du modèle de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on va apprendre? Utilizamos la palabra modelo de manera imprecisa porque en la IA simbólica en realidad sí se basa sobre la experiencia humana, en tanto que la IA conexionista es un modelo del aprendizaje. En realidad es una experiencia sobre el aprendizaje, no sobre la vida humana. Et alors ça a connu un choc très important à partir de 2012, quand on a commencé à faire de la reconnaissance d'images de façon extrêmement performante. Esta experiencia, o sea, vive un shock en el 2012 a partir de la reconocimiento de imágenes. Voilà un exemple des datasets que l'on apprend à distinguer. Vous connaissez cette image? Ustedes conocen seguramente esta imagen, es un ejemplo exactamente de un modelo, de un set de datos diferentes. Et désormais, nous sommes passés aux Large Language Models, qui sont en réalité seulement des probabilités statistiques à partir de données massives et générales. Y ahora pasamos a lo que le llamaremos un modelo vasto o alargado de lenguaje, Et ce sont des probabilités statistiques. son probabilidades estadísticas sobre datos masivos y generales. L'objectif est alors de produire des contenus, de générer des contenus. El objetivo es generar contenido. C'est pour ça qu'on l'appelle l'IA générative. Es por eso que le llamamos IA generativa. Le principe, c'est de prédire le mot suivant. El principio es intentar predecir la palabra siguiente. Mais sans aucune compréhension du monde Mais sin ninguna et sans ontologie. comprensión del mundo y sin ninguna ontología. Donc aucun sens, aucune compréhension, aucune relation au monde. No tiene ningún sentido ni ninguna relación con el mundo, ninguna relación con el mundo. Même si quand on discute avec l'IA, on a l'impression qu'elle comprend. Incluso si discutimos con la IA, tenemos la impresión de que nos entiende. C'est très important de faire la différence entre l'IA symbolique et l'IA générative. Es muy importante hacer la diferencia entre lo que es una IA simbólica y una IA generativa. Et désormais, nous allons passer à des agents qui apprennent, des agents apprenants. Ahora pasamos a una inteligencia artificial que aprende. Agentes. Pasamos a unos agentes que aprenden. Et pourtant, eux, il va falloir qu'ils aient un modèle du monde. Parce qu'ils vont devoir agir, ils vont vous faire une réservation de train pour un voyage. Donc il va falloir qu'ils aient un modèle du monde. Estos agentes deben tener un modelo del mundo porque ellos van a organizar, por ejemplo, un viaje en tren. Donc ils devront avoir une certaine sémantique, c'est-à-dire une relation au monde, alors qu'en réalité, l'IA générative n'a aucune capacité de faire ça. Tienen que tener un contenido semántico, es decir, una relación con el mundo, y la inteligencia artificial no tiene esta capacidad semántica. Donc la responsabilité que nous avons, que vous avez, que nous avons, la responsabilidad que tenemos ustedes, nosotros, c'est dans le choix pour avoir des IA décisionnelles et fiables. Es la elección de inteligencias artificiales para tomar decisiones y que sean confiables. Donc il faut que vous sachiez, que vous soyez conscient qu'il existe d'autres IA que les IA d'OpenAI. Hay que tener conciencia de que existen otras inteligencias artificiales más allá de IA, de d'autres IA que génératives, otras que las inteligencias artificiales generativas, d'autres IA que propriétaires, otras inteligencias de las propietarias, open source notamment, pensez à open source toujours, de código abierto. Pensez aussi aux IA, on a d'autres IA que les IA de conversation, elles peuvent être aussi décisionnelles. O sea, otras que conversionales y que pueden ser no decisionales. D'autres IA que généralistes, comme les ChatGPT, qui prétendent traiter tous les sujets, alors que les IA spécialisées sont bien meilleures et plus sûres. Ah, sí, porque hay otras inteligencias artificiales que las generalistas, como la ChatGPT, que son más especializadas y más seguras. Et d'autres IA que gratuites, on peut aussi payer. Et autres que la version actuelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur la version actuelle, il faut choisir la bonne version
qui correspond à vos objectifs. Hay que elegir otras versiones, no siempre la versión actual es la mejor. Et d'autres IA que les boîtes noires. Vous voyez bien, c'est le problème des boîtes noires où on ne comprend rien de ce qui s'y passe. Otras inteligencias artificiales que en las cajas negras, o sea, ahí se refiere a los registros, por ejemplo, de los aviones, y que no son confiables. Et on ne comprend rien à l'intérieur de Y que no comprendemos realmente el código de lo que pasa adentro de esa inteligencia artificial. Et puis il faut savoir qu'il y a actuellement d'autres pistes de recherche et de développement qui vont effectivement s'intéresser à des modèles de langage et pas seulement des modèles toujours plus grands. Hay otras opciones que se están en desarrollo, ¿no? Y que nos interesan realmente en estos modelos de lenguaje que tienen la tendencia a ir siempre más grande. No es lo mejor siempre. C'est le cas de Yann Lequin et de ce qu'il appelle les modèles du monde, justement. Sí, Lequin, que es un autor, dice que él habla de los modelos del mundo para esta tendencia. Alors, pour prendre ces décisions, il faut être conscient qu'on doit pouvoir contrôler certains éléments des systèmes d'IA génératifs. Para esta utilización tenemos que tener control para hacernos asistir de esta inteligencia artificial. Alors, est-ce qu'on peut contrôler ces règles? Non, parce qu'il n'y en a pas. ¿Podemos controlar sus reglas? No, no las tenemos. Puis à la différence de l'IA symbolique, parce qu'elle apprend toute seule. Sí, porque a diferencia de la inteligencia artificial simbólica, Est-ce qu'on peut contrôler ses sources? Non plus, parce qu'en réalité, il y a des problèmes de droit souvent derrière, ce qui vous concerne beaucoup dans les disciplines artistiques. Il y a des problèmes de droit d'auteur notamment, qui sont totalement ignorés. Tampoco podemos controlar sus fuentes porque todos los derechos de autor son ignorados, sobre todo en las disciplinas artísticas. Est-ce qu'on peut contrôler la qualité des données d'entraînement? Non, parce qu'en réalité, elles sont inaccessibles, elles sont opaques et elles sont seulement, valables parce qu'elles occupent un grand volume. C'est ce qu'on appelle la brute force, en anglais, la force brute, qui est utilisée. Sí, bueno, la calidad de sus datos de entrenamiento tampoco las podemos controlar porque son opacas, o sea, todo ese proceso es opaco, es una fuerza bruta en realidad, así lo llaman técnicamente. Est-ce qu'on peut contrôler ces raisonnements? Non, parce que l'IA générative ne raisonne pas, elle fait des prédictions statistiques sur les mots suivants. O sea, tampoco podemos controlar su razonamiento, ¿no? Porque no razona, solamente es una predicción estadística. Et est-ce qu'on peut contrôler le degré de validité des réponses? Non, parce que la pondération statistique n'est pas fournie. O sea, tampoco podemos saber su grado de validez de las respuestas porque no conocemos la ponderación, o sea, no es explícita la ponderación, el promedio sobre el cual se basa la respuesta no es explícita. Et donc le problème c'est que si je veux prétendre contrôler une IA comme celle-là, une IA générative, eh bien il faut que je sois expert du domaine et pour ça il faut que j'ai appris déjà le domaine. O sea, si quiero controlarlo, debo ser experto del dominio y para ello debo haberlo aprendido. La chose est aggravée parce que désormais nous avons un risque d'effondrement du modèle par autoréférence. Je vais expliquer ce que c'est. Ahora el riesgo es el colapso del modelo porque a causa de la autorreferencia. Ahorita lo voy a explicar. Quand vous prenez un dataset d'images, cuando ustedes toman un set de datos, un conjunto de datos, avec une certaine variété, vous voyez, une certaine variation des visages, de una cierta variedad de rostros, et vous faites apprendre l'IA générative à partir de ces données, y hacen aprender a la inteligencia artificial a partir de estos datos, et puis vous fournissez à l'IA les données issues de cet apprentissage. Il va vous réutiliser les données que l'IA a produites pour le deuxième ou troisième tour. Entonces la inteligencia artificial va a trabajar sobre el primer resultado que dio y después va a trabajar sobre el segundo y tercer resultado sobre el primer conjunto de datos. Et vous voyez déjà, le deuxième, troisième tour, il y a déjà une réduction de la diversité. En el segunda, tercera solicitud ya hay una homogeneidad. Et au cinquième tour, vous voyez un peu à quel point la diversité a changé. En la quinta solicitud, la diversidad ya desapareció. C'est ce qu'on appelle un effondrement du modèle. Es lo que le llamamos un colapso del modelo.
parce que ce sont des données statistiques puramente estadístico qui va éliminer toute la diversité. Or, c'est un élément très important, notamment dans les dimensions créatives que vous connaissez bien, parce que il y a une homogénéisation. que va a eliminar toda la posibilidad de la diversidad, que por ejemplo en el ámbito artístico bueno, va a eliminar toda esta creatividad. C'est pour ça qu'à une époque, déjà il y a longtemps, il y a 10 ans, Por eso que en una época, hace 10 años, quand on a développé le machine learning, cuando se qui est l'IA connexionnisme, cuando se desarrolló la machine learning, que es la inteligencia artificial conexionista, les chercheurs se demandaient déjà s'ils n'avaient pas inventé de l'alchimie. C'est-à-dire qu'ils avaient réalisé en réalité un système de production de données et de contenu dont ils ne connaissaient rien du tout. los inventores se preguntaban si no había generado de la alquimia, porque porque los resultados los mismos inventores no sabían nada, no reconocían nada. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour contrôler un système d'IA générative, il faut être expert du domaine. Si vous voulez prétendre contrôler ça, il faut être expert du domaine. Et pour ça, il faut l'avoir appris, ce domaine, en personne. Sí, eso para controlar lo que está escrito en la pantalla, ¿no? Y para ello hay que haberlo aprendido en persona. Alors le problème, c'est que l'IA générative, précisément, nous dispense d'apprendre. La paradoja es que exactamente la inteligencia artificial nos dispensa de aprender, o sea, que nos evita de aprender. Parce qu'elle nous donne des réponses sans nous donner les bases pour construire la connaissance solidement pour nous. Porque nos da las respuestas sin consolidar La connaissance pour nous. sin consolidar los conocimientos. Alors quel est ce risque de désapprentissage qui me paraît très important? ¿Cuáles son los riesgos de desaprendizaje que me parecen muy importantes? Le désapprentissage, il est créé par les habitudes que l'on prend. El desaprendizaje es creado a partir de los hábitos que tenemos. L'habitude de faire confiance au système d'IA générative, l'habitude de ne pas explorer les liens, alors que dans le moteur de recherche, on avait appris à explorer des liens, désormais on n'a plus besoin d'explorer des liens. El hábito de explorar los enlaces, ¿no? Cuando finalmente en los buscadores, como en los buscadores de Internet, teníamos la habitude ya de estar explorando diferentes enlaces que nos proponían. L'habitude aussi de ne pas reformuler sa question, parce que la recherche notamment c'est ça, c'est transformer sa question. El hábito de no reformular la pregunta cuando finalmente la investigación consiste justamente en reformular las preguntas. Et là, vous pouvez lancer une question très mal posée et ChatGPT va vous fournir une réponse, sans problème. Ustedes pueden dar una solicitud muy mal hecha y de todos modos ChatGPT les va a responder. Et l'habitude aussi d'accepter des approximations et des erreurs. Sí, el hábito de aceptar aproximaciones y errores. Ce qui relève des hallucinations et on est supposé s'habituer à ça. On accepte un système technique qui est normalement, de façon habituelle, est capable de vous fournir des réponses erronées. Je pense notamment aux bibliographies. Si vous faites des bibliographies, surtout n'utilisez pas ChatGPT et des IA génératives. Nos vamos a habituar a estas aproximaciones y errores. Estos errores se les llama técnicamente alucinaciones, es decir, que son mentiras. Y sobre todo, por ejemplo, si usted tiene necesidad de hacer una bibliografía, sobre todo no hay que utilizar ChatGPT porque va a inventar bibliografías que no existen. Et donc le risque de désapprentissage, eh bien, il comporte aussi, il faut bien le reconnaître, si on l'accepte, c'est parce que c'est très confortable. On a une réponse immédiate. Sí, o sea, el riesgo de desaprendizaje, bueno, es que tener el hábito de que es muy cómodo, que es inmediato. Et en plus, ces réponses sont obligatoires, c'est-à-dire qu'ils répondent sans problème, toujours, et elles sont personnalisées. C'est ce que faisait ce qu'on appelle maintenant non plus un moteur de recherche, mais le moteur de réponse de Google quand ils ont inventé l'algorithme Hummingbird en 2013. Así que ahora, bueno, el problema es que las respuestas siempre son obligatorias, es decir, que siempre va a dar una respuesta y son personalizadas. Y esto es lo que pasó con el motor de respuesta que inventó Google, que se llama Hummingbird, en 2013. Ce qui est un piège, parce que l'on se dit,
c'est beaucoup plus précis parce que c'est personnalisé. Or, ça devient faux parce que ça tourne sur votre propre univers et ça n'est pas une réponse partagée. Ah, esto es una trampa porque al ser personalizado, o sea, va a caer en una misma dinámica sin dar más alternativas. Donc on n'explore plus, on n'est plus curieux Ya no exploramos, ya no somos curiosos. et on va chercher à boucher les trous comme dans les questionnaires, c'est-à-dire qu'on répond à tout prix à donner des réponses quelles qu'elles soient. Sí, es como cuando contestamos un cuestionario, o sea, que estamos obligados a responder algo, no importa si está bien o está mal. Et nous, on ne cherche plus à valoriser des réponses variées. Nos interesamos por las respuestas variadas. C'est ce qu'on appelle effectivement un effet de désapprentissage que l'on connaît même pour le GPS, par exemple. Es lo que llamamos proceso de desaprendizaje. Un ejemplo muy claro es el GPS. Vous voyez ici un exemple qui est réel, qui s'est passé. Les gens suivent les recommandations de Waze pour l'instant en GPS et puis se retrouvent perdus dans les champs. Este es un ejemplo real. O sea, la gente siguió para un evento las indicaciones del GPS que se llama Waze y se encontraron todo el grupo perdidos en el campo. Et vous voyez qu'on a perdu le sens commun de critique en disant ça n'a aucun sens de nous envoyer dans cette direction. On l'a perdu. Perdimos el sentido común para cuestionarnos si nos está llevando a un lugar perdido en el campo. Tout le monde ne fait pas ça. Certains gardent l'esprit critique, mais il faut être très vigilant. No todo el mundo lo hace, pero hay gente que todavía conserva el espíritu crítico, pero hay que estar muy vigilantes. Et ça veut dire qu'on est dans un monde où on pratique ce que Shoshana Zuboff appelle la division of learning, la division de l'apprentissage. Caemos en un caso que Shoshana Zuboff define como la división del aprendizaje. Qui fait la différence avec la division of labor de Marx. No division of labor, but division of learning. Que hace referencia al concepto marxista de la división del trabajo. Bueno, Shoshana Zuboff habla de la división del aprendizaje. Et la division de l'apprentissage, il est au profit des firmes qui, elles, apprennent de notre expertise. Elles apprennent de tout ce qu'on leur donne et nous perdons notre apprentissage, nos compétences nous-mêmes. Porque la división del aprendizaje hace referencia también que son las compañías las que van a beneficiarse del aprendizaje porque son ellas las que van a aprender mientras que nosotros vamos a desaprender. Bon, après ce tableau très critique, il y a aussi des remèdes. Donc il y a des remèdes qu'on va considérer comme s'appuyant sur l'intelligence collective qu'il faut remettre aux commandes pour prendre des décisions fiables. Hay una inteligencia colectiva a la que hay que empoderar y para tener decisiones confiables. Et avec des systèmes d'IA qui ne seront pas des systèmes d'IA uniquement basés sur les large language models et l'IA générative, mais qui seront hybrides et qui vont pouvoir utiliser les savoirs des experts. Porque no son, o sea, hay la posibilidad de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que son híbridos y que se basen en el saber realmente de expertos. C'est pour ça qu'on emploie cette expression avec copilote. Vous connaissez le copilot? ¿Ustedes conocen copiloto? C'est le système fondé qui utilise ChatGPT aussi, mais qui est intégré à tous les systèmes de Windows et qui est le système professionnel qui s'appelle Copilot. Es un sistema que utiliza ChatGPT, pero que se integra en Windows, que se llama Windows. En Windows. Y que dice, bueno, si una inteligencia artificial se llama copiloto y no piloto, es porque sin duda no le debes dejar el volante. Donc il y a par exemple des méthodes qui sont déjà des méthodes anciennes, mais qui sont aussi nouvelles, pour récupérer les fondations sémantiques de tous les énoncés que l'on produit. Hay métodos que se basan sobre experiencias antiguas y nuevas que deben recuperar los fundamentos semánticos. Donc je vous donne un exemple d'un collègue avec qui j'ai travaillé sur les jeux vidéo par exemple. Les doy un ejemplo de un colega con el que trabajó, para darles un ejemplo, sur les jeux vidéo. Sobre los videojuegos. Et il a créé effectivement une IA qui résonne, qui est de confiance et qui est à base de logique floue. Es una inteligencia artificial que razona,
que es confiable y que trabaja a partir de una lógica difusa, es un término técnico. Et par opposition à la boîte noire, on peut parler de boîte blanche. En lugar de hablar de caja negra, podemos hablar de una caja blanca. Parce que dans ce cas-là, on peut l'auditer complètement, c'est-à-dire qu'on peut complètement repérer toutes les pondérations, tous les paramètres. Porque en esta podemos auditar, es decir, que podemos buscar cómo está constituida. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut effectivement réinventer son système de données, chacun nos systèmes de données, ou dans l'institution, domaine par domaine. Son système d'IA, pardon. Et ce qu'il faut faire, c'est réinventer son système d'IA, domaine par domaine. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es reinventar el sistema, nuestros sistemas Si. de inteligencia artificial, dominio por dominio. Si. Quand on est dans l'université ici, si vous voulez utiliser l'IA, plutôt que d'utiliser l'IA qui est disponible seulement, il faut la réinventer pour qu'elle serve vos objectifs et qu'elle s'appuie sur vos données et de façon non connectée forcément à ces systèmes. Por ejemplo, una institución debe decidir, elegir qué inteligencia artificial utilizar, no solamente la que está disponible, sino una que le sirva con los datos que requiere la institución. Et ça va conduire à des modèles plus petits, Eso va a conducir a modelos más pequeños, mais plus robustes. pero más robustos. Confianza. Et l'intérêt, c'est que ça permet, c'est que ça nous oblige à l'explicitation. Que van a ser más explícitos, obligar a Il va falloir avoir des tests de résilience, c'est-à-dire est-ce que ça continue à marcher si le système s'arrête? Est-ce que l'on peut encore utiliser des choses, notamment par exemple si le réseau ne fonctionne pas, mais il faut qu'on puisse continuer à l'utiliser localement. Vamos a tener que hacer pruebas de resiliencia para poderlo probar en caso de que se caiga el sistema, si se acuerda la posibilidad de reponerse de esos problemas técnicos. Et puis c'est aussi une obligation de pluralisme, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une délégation totale à l'intelligence artificielle, au contraire, c'est dans certains cas, et on adopte ces données, cette dimension numérique, ou pas. La obligación de pluralismo, ¿no? Es decir, no delegarle todas las tareas, ¿no? Sino ciertos sectores. Et donc, l'intérêt, c'est d'inventer du coup des procédures qui comportent de l'intelligence artificielle, mais aussi des décisions collectives et des procédures de décision qui soient effectivement révisables. C'est-à-dire qu'on peut la changer s'il y a un problème. O sea, el objetivo es de inventar procedimientos que lo podemos cambiar colectivamente. Ce qui fait une organisation qui apprend. Donc c'est une intelligence collective. Lo que hace es lo que él está proponiendo es instituciones que se aprendan para hacerlo. Et la chose intéressante, c'est que ça débouche, ça suppose en même temps un système, un couplage humain-machine de nouveau niveau. Lo interesante de esta propuesta es que es un acoplamiento entre humano y máquina. Donc il faut intégrer l'IA, mais seulement aux bons endroits et au bon moment. Integrar la inteligencia artificial solamente en los sitios que se requiere y en el momento justo. Et avec les bonnes personnes, pas tout le monde forcément, No todo el mundo. donc dans cette boucle. O sea, en este sistema, elegir en este sistema estos parámetros. Et quand on fait ça, moi ce que j'ai fait avec les organisations, quand on fait ça, ça prend un long travail de design, et non pas seulement de pression à la productivité ou à la réputation, parce qu'il faut absolument adopter l'IA tout de suite. Esto implica en una institución, ¿no? Por ejemplo, como él ha trabajado, ¿no? De hacer un nuevo diseño, ¿no? Interno de la institución, no solamente tomar lo que está a la mano. Et puis il faut pour ça résister à la pression, à la productivité et à la réputation, parce qu'on est obligé de faire quelque chose. Exacto, ¿no? Y no aceptar la presión, ¿no? de una productividad acelerada, ¿no? De reputación, sino que hay que tomar el tiempo de este diseño. Donc en réalité, on se rend compte que ce qui est complexe, ce n'est pas l'IA, mais c'est l'organisation sociale qui va intégrer l'IA et le couplage qu'on peut organiser pour ça. Entonces, en realidad, la complejidad
no es tanto la inteligencia artificial en sí misma, sino la organización social e institucional que se debe organizar. Ce qui suppose de prendre du temps et de travailler avec les personnes concernées, avec les parties prenantes. O sea, lo que requiere es tiempo y qué personal puede ayudar a hacer esta organización. No es solamente tecnológico. Et vous voyez que ce n'est pas toujours le cas des décisions de management qui veulent tout de suite afficher des réalisations en IA sans s'intéresser à la façon dont les gens vont vraiment travailler avec. Entonces, a veces es un problema más bien de dirección, de management, ¿no? O sea, que está respondiendo a esta organización de manera apresurada, cuando finalmente hay que trabajar sobre los sectores, cómo van a trabajar los sectores esta inteligencia artificial. Alors ça, c'était la première phase sur passer à un niveau d'expertise technique. Le premier choix, vous vous souvenez, des deux volets, c'était ce premier choix. Ajá, esta es una primera fase técnica sobre las elecciones, las dos elecciones de las que se habló. Voilà. Et quand on en vient au deuxième, de la vie facile aussi, eh bien on adopte une IA générative qui va servir de compagnie. O sea, ya hablamos la parte técnica, ¿no? Entre IA simbólica, IA conexionista y ahora está la IA generativa compañera. Voilà, c'est le modèle de l'interface, celui avec qui vous discutez le matin, le midi, le soir, tout le temps et de tout sujet. Es la interfaz compañera con la que ustedes hablan en la mañana, en la tarde, sobre cualquier asunto que a ustedes les inquiete. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà. A lo mejor algunos de ustedes ya lo utilizan. Et c'est quelque chose d'important, c'est un produit qui va se vendre, c'est ma prévision, qui va se vendre très bien du côté des firmes, des entreprises qui vendent de l'IA. O sea, desde su punto de vista, es un producto que se va a vender muy bien en IA. Qui se vendra parce qu'il est gratuit. Que se va a vender, primero se vende bien porque es gratuito. Donc on parle à ce moment-là d'agents conversationnels. Ahí hablamos de agentes conversacionales. Qui est donc une interface qu'on suppose intuitive. Suponemos que es intuitiva. Et qui est en réalité un changement radical dans notre relation aux machines. Pero que es un cambio radical en nuestra relación con las máquinas. Donc on peut l'utiliser quand on n'y connaît rien. Podemos utilizarlo cuando no conocemos nada. Et donc le prompt en langage naturel dont on vient de parler, il faut améliorer. La solicitud en lenguaje natural de la que acabamos de hablar. En réalité, il peut se simplifier encore pour devenir juste une conversation, comme un chatbot personnel. Se simplifica ahora porque de ser escrito ahora puede ser un chat conversacional vocal. Et donc ma prévision, c'est que c'est une innovation qui va durer, même si on n'adopte pas l'IA générative, on s'habitue petit à petit, on est en train de s'habituer à parler en permanence avec un système comme une IA générative. Su previsión es que esta interfaz vocal es una innovación de largo término. Vous n'avez pas l'âge d'avoir connu en 1980 le passage depuis les commandes, lignes de commande sur un ordinateur à l'action sur des icônes et donc avec ce qu'on appelle what you see is what you get, c'est-à-dire le fait que vous agissez sur l'interface de l'ordinateur. Ustedes ya no tienen la edad porque en 1980 se pasó de lo que era el código escrito aux interfaces a las interfaces gráficas. Donc en 1980, et puis par contre vous avez, oui quand même peut-être certains d'entre vous, connu l'arrivée de l'interface tactile avec l'iPhone. Algunos de ustedes tal vez conocieron la llegada de la interfaz táctil en el iPhone. Qui sont des vrais changements très très importants. Que son de cambios verdaderamente importantes. Puisque désormais vous avez l'habitude d'appuyer, Porque ahora tienen ustedes la costumbre de tocar y tocar y tocar y de alargar. Y compris les tout petits enfants le font à 2 ans. Pequeños niños de 2 años lo hacen. Et bien là, nous aurons désormais une interface conversationnelle depuis 2024, puisque ChatGPT, qui est arrivé en 2022, ne l'a installé réellement qu'à partir de 2024, et puis maintenant c'est devenu général. A partir del 2024, cuando ChatGPT la instaló realmente, bueno, ya tenemos una interfaz conversacional. Alors, il faut préciser que ces agents conversationnels n'ont aucun intérêt dans le domaine professionnel, de mon point de vue. Estos agentes conversacionales no tienen ningún interés en el dominio profesional, desde su punto de vista.
est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de discuter avec un système d'information qui gère le système de mail de toute l'université? Parler oralement. Es que tiene sentido, o sea, hablar, o sea, oralmente, por ejemplo, sobre todos los correos de la universidad para manejarlos. Ça paraît tout à fait inutile parce qu'il y a beaucoup de commandes et beaucoup de savoir-faire que les professionnels ont petit à petit adopté. Ils vont beaucoup plus vite en faisant les codes qui conviennent. Esto es poco inútil porque ya el personal lo sabe hacer de manera mecánica, por interfaz gráfica, ya muy bien. Puisque avec ChatGPT en version vocale, vous pouvez programmer Excel, par exemple. Porque en ChatGPT vocal, ustedes pueden programar, por ejemplo, una página de Excel. Et si vous êtes bon dans l'utilisation d'Excel, vous avez déjà appris tous les raccourcis. Pero si ustedes ya son buenos en utilización de Excel, pues ya se aprendieron todos los trucos. Est-ce que c'est intéressant pour les grandes entreprises? ¿Es que interesante para las grandes empresas? Non, sans doute pas. No. Et pour le public lui-même, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des chatbots partout? C'est-à-dire dans l'administration, dans tous les services d'entreprise, etc. Et puis tous les services deviennent vocaux. Es que para las instituciones es realmente útil poner chatbots para cada administración. Parce qu'au bout du compte, on arrive à faciliter l'interaction apparemment, mais en réalité, on ne comprend plus rien de la façon de choisir. Lo que hacemos es, o sea, le damos una apariencia de poder facilitar todo, pero en realidad l'utilisateur ne peut rien comprendre à la logique des choix. No comprende todo en la lógica de las opciones del chatbot. Alors nous sommes dans la situation d'une dérive vers l'IA compagnon. O sea, una deriva hacia una IA compañera. Qui a été lancée sur le marché que fue lanzada al mercado sans jamais avoir été testée. Sin nunca haber sido probada. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous l'ont vu, j'espère, le film Her. No sé si ustedes recuerdan de un film, de una película que se llama Her. Donc c'est le film de référence qui 10 ans avant anticipe sur ce type de relation fusionnelle avec un système vocal. Es la película de referencia que anticipa una relación funcional, o sea, de mucha proximidad con un sistema vocal. Et en fait, ces interactions homme-machine deviennent sans friction. En realidad, estas interacciones con la máquina, o sea, no tienen fricción. Ce qui est toujours un idéal du marché, c'est-à-dire qu'il y a des relations. Il faudrait qu'il n'y ait plus aucune friction, qu'on comprenne tout de suite et qu'il n'y ait pas de choix et de décision à prendre. Tout doit être immédiat. Donc c'est un effet naturel et qui crée quand même des attentes vraiment abusives, notamment renforcées par la complaisance du système qui est toujours d'accord avec vous, qui est toujours empathique. Et ChatGPT est toujours gentil avec vous. Il vous dit, ah oui, oui, il vous dit, mais j'ai dit n'importe quoi, vous le critiquez et il vous répond, mais oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment très bien, merci beaucoup, etc. Alors que vous connaissez sans doute une vraie relation. Pero ustedes conocen una relación real, que ustedes conocen el esperanzo. Et que dans une relation réelle, il y a du conflit. Il y a des moments de désaccord. Hay conflictos y desacuerdos. Puisque précisément, nous sommes des singuliers, des êtres singuliers. Porque precisamente somos seres singulares. Et non des systèmes statistiques. Y no sistemas estadísticos. Supposés et programmés pour vous donner toujours satisfaction. Que nosotros no estamos programados para dar siempre satisfacción. Donc vous voyez qu'on a en fait là petit à petit un effet de fusion avec le système lui-même qui crée un attachement abusif avec une entité synthétique. Entonces tenemos este apego abusivo que a una entidad sintética. Et de mon point de vue, c'est un effet d'immersion, ce qui est très important, ce qui est très différent d'une logique d'interface où on a des commandes. Là, on est immergé dans une relation en permanence. Et on crée une relation, ce qui permet de créer une relation d'emprise. Él le
llama a una relación de inmersión, porque no es una relación con interfaz, sino que se vuelve una relación de dominio. Donc en réalité, c'est la fin de la notion d'interface. On ne peut plus avoir ce que Norman, un ergonome, un grand ergonome avec qui j'ai travaillé, appelait une image du système. Es el fin de la noción de interfaces, porque en términos de ergonomía, el trabajo con ergónomos, ya no existe esa imagen del sistema. Et l'image du système, c'est très utile parce que ça vous permet non pas de comprendre les détails techniques, mais de comprendre le principe. L'imagen del sistema es importante porque nos ayuda a comprender Le principe el du système, principio del sistema, même si vous ne comprenez pas les détails. incluso si no comprendemos el sistema. Et donc, quand vous comprenez la façon dont marche une automobile, ça vous aide à comprendre ses réactions. Cuando ustedes comprenden cómo funciona un automóvil, ustedes pueden comprender sus reacciones, Même si vous n'êtes pas mécanicien. incluso si no son mecánicos. En fait, dans ce cas-là, désormais, tout est opaque, mais tout est immédiat et personnalisé. Si todo esto es opaco, pero inmediato y personalizado, On crée en fait, avec ce système, on crée une enveloppe con ese sistema se crea una envoltura qui semble vous protéger, qui est très confortable, que parece proteger y cómoda, mais qui enferme. En fait, pero qui que vous se enferme. cierra. Donc c'est une forme de bulle où ChatGPT, c'est ChatGPT qui va filtrer le monde à sa façon. Es una burbuja, ¿no? Donde ChatGPT en realidad va a filtrar el mundo a su modo. Et dans cette opération-là, on crée petit à petit des habitudes où finalement on considère comme normal d'avoir affaire à du fake, à une entité fake. En este sistema, ¿no? Vamos a acostumbrarnos, ¿no? A recibir cosas falsas Et à être en relation avec une entité qui est complètement synthétique. y a ponernos en relación con una entidad sintética. Parce qu'on ne peut pas avoir, et on ne peut pas avoir vis-à-vis, on a parlé tout à l'heure de l'exigence de fiabilité dans le système, quand on fait des remèdes, on adopte des remèdes au système de prompt qu'on pouvait utiliser. Porque ya hablamos sobre la cuestión de la fiabilidad que deben de tener las inteligencias artificiales, lo mencionamos en la parte de remedios. Dans l'usage d'un compagnon, on n'a pas d'exigence de fiabilité, il faut qu'il soit toujours sympathique, disponible et qu'il vous donne l'impression de vous aider. Pero la inteligencia artificial de compañero, ¿no? O sea, siempre hay una parte cómoda, simpática. Et vous voyez bien que c'est une différence complète avec le théâtre lui-même, parce que dans le théâtre, on se dit qu'on fait du fake, mais en réalité c'est extrêmement construit avec des conventions, alors que là, vous perdez la différence. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, en teatro, o sea, en realidad sí estamos dando o sea, digamos que es falso lo que estamos viendo en el teatro, pero que en realidad eso que está en el teatro está construido muy finamente. Et avec des conventions Con que convenciones tout le monde peut reconnaître que todo el mundo puede et qui reconocer maintiennent la différence entre le public et le créateur. Ce qui n'est pas le cas. Explícita la diferencia entre el creador y el público. Et pour terminer, il y a en réalité, il faut, à chaque fois qu'on va prendre des décisions en matière d'IA, il faut se souvenir qu'on a deux responsabilités supplémentaires. Para terminar, hay que recordar siempre que hay dos responsabilidades para utilizar esta inteligencia artificial. Une responsabilité sociale et une responsabilité écologique. Social y ecológica. Parce que là, nous sommes, au moment où nous lançons ces systèmes-là, ça fait seulement 3 ans, O sea, a la época actual, o sea, llevamos 3 años, on se lance dans l'utilisation de ces systèmes-là sans aucun principe éthique. nos estamos aventando a esta utilización sin ninguna reflexión ética. C'est ce que disait la reine Marie-Antoinette en France, qui s'en est coupé la tête d'ailleurs, qui disait « Après moi, le déluge ». Como dijo María Antonieta, la antigua reina de Francia, y que se hizo cortar la cabeza, dijo, después de mí, el diluvio. Donc, la première responsabilité est la responsabilité sociale. La primera responsabilidad es la responsabilidad social. De comprendre que l'IA est encastrée dans le travail de tâcherons qui sont en réalité, eux, les automates, qui font du travail automatique de validation. O sea, que está incluso en el trabajo de los peones, que en realidad son ellos los que están haciendo el trabajo de validación. Donc on a en fait une extension de robots humains qui
ils sont derrière toutes les activités des IA génératives, parce qu'elles vont classifier, qualifier, noter, corriger, cliquer, et qui vont en réalité servir à faire apprendre les algorithmes. Ahora está hablando sobre estos trabajadores que están haciendo la identificación de las imágenes para saber distinguir, para que la inteligencia artificial distinga qué es una mesa, qué es una tabla, y estos son como robots humanos que clasifican, califican, corrigen, dan clic para enseñar a los algoritmos, una nueva forma de trabajo. C'est ce que vous faites quelquefois sans vous en rendre compte quand vous faites les CAPTCHA. Es lo que ustedes hacen tal vez sin darse cuenta cuando ustedes responden al CAPTCHA. Vous demandez où sont les motos. Que les pregunta dónde están las motos de estos 9 cuadros. Donc nous le faisons gratuitement. Lo hacemos de manera gratuita. Et nous faisons apprendre les algorithmes. Y esto les hace aprender a los algoritmos. Mais il y a des millions de personnes dans le monde, Pero hay millones de personas en el mundo, dans des pays très pauvres quelquefois, en países qui sont payés très 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 peu muy pobres, à la tâche, hein, que son et pagados voilà, al clic des micro-tâches, de las microtareas, et qui sont vraiment très... et ce que mon collègue Antonio Casini a écrit dans son livre En attendant les robots. Bueno, esto lo describe uno de sus colegas que se llama Antonio Casini, un libro que se llama Esperando a los robots. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que les IA génératives fonctionnent, en réalité, on ne le dit jamais, mais il faut qu'elles soient validées, et que les apprentissages soient validés par ces quasi-esclaves du numérique. En realidad, esta inteligencia artificial necesita, y es algo que nunca se dice, que necesita todas estas microtareas para que pueda funcionar. Donc c'est un entraînement à partir de données, il faut effectivement avoir tout ce travail-là. Et cela, il faut que quand on choisit d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut qu'on soit conscient de cela. Est-ce que l'on accepte cela? Est-ce qu'on accepte de faire travailler des esclaves invisibles? Es que a la hora de también, para elegir qué inteligencia artificial vamos a utilizar, también hay que estar conscientes que es una elección de trabajo, o sea que nosotros estamos aceptando este trabajo esclavo. Et tout cela uniquement pour produire nos vidéos deepfake, pour amuser nos amis ou obtenir des clics sur YouTube ou ailleurs. Y aceptar todo esto nada más para tener nuestros videos que son medio falsos, nuestras fantasías y nuestros juegos de video. Fake. Falsos. Et puis enfin, c'est une impasse technologique et une impasse écologique. Il faut bien s'en rendre compte. Es un impasse tecnológico y ecológico, hay que darse cuenta. On est de plus en plus dépendant de certains types de processeurs, ce qu'on appelle les Graphic Processing Units. Somos cada vez más dependientes de un tipo de procesador que le llamamos Graphic Processor Units, unidades de GPU, procesos digitales, gráficos, qui sont utilisés pour les jeux vidéo, que son utilizados para et qui videojuegos, sont désormais utilisés pour l'intelligence artificielle et qui sont produits par la firme NVIDIA. que son utilizados para los videojuegos y para los videos, y que ahora en inteligencia artificial están utilizados por el procesador NVIDIA. Et il faut savoir que chacun de nos prompts engendre une demande d'énergie considérable au point que les firmes qui gèrent tout cela sont prêtes à faire ouvrir des centrales nucléaires spéciales pour avoir une source d'énergie permanente. Hay que estar conscientes de que cada solicitud que hacemos a ChatGPT requiere un consumo de energía, de electricidad, y que algunas de estos empresarios ya están pensando, justamente porque requiere tanta energía eléctrica, de reabrir centrales nucleares. Donc, et là, je ne parle pas effectivement du problème de sécurité des données, parce que tout ce que vous donnez comme question à l'IA va circuler dans tout le système et vous ne savez pas du tout ce qui va être utilisé dans cette affaire. Esto sin mencionar, la cuestión de la seguridad de los datos personales, porque todo lo que ustedes le dan va a circular en el sistema. Or, la sobriété et la sécurité, ce sont des principes que l'on est supposé appliquer à tous les domaines industriels, et le numérique, le secteur numérique, pourrait s'en affranchir, pourrait faire comme s'il n'y avait pas de problème. La sobriedad y la seguridad son dos condiciones que se le imponen a cualquier dominio industrial, a cualquier empresa industrial. Pero ¿por qué es que a esta inteligencia artificial no se le está imponiendo estas dos condiciones? Voilà.
Et donc voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention. Et j'avais une autre slide sur les livres, etc. Bueno, les agradece la atención. Tenía otra diapositiva sobre el libro, pero desapareció. Pero lo vamos a mostrar aquí, de sus materiales digitales. Okay. Gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, por favor, ¿sí? Buenos días. Yo tengo una pregunta y un comentario, que son un poquito largas. Existe una guía llamada Carácter Guía, en donde puedes hablar con cualquier personaje o incluso crear los tuyos y hacer que hablen contigo. Los jóvenes la usan muchas veces por diversión, pero también cabe la posibilidad de que la usen por falta de afecto o inteligencia emocional, donde viven esta fantasía de estar con su personaje favorito. Se llegan a tener ideas ridículas gracias a esta práctica, y justo cuando ocurre alguna relación amorosa o de amistad en la vida real, cuando se requiere volver a hablar con este bot, las conversaciones con esta guía se sienten vacías e incoherentes. ¿Ha oído sobre esto y cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Il se trouve que Rebecca et moi avons écrit un article qui est, il y a déjà 2 ans, plus de 2 ans, sur les caractères AI, qui portait sur les discussions avec les personnes mortes, les personnes décédées, qui posent exactement ces problèmes. Resulta que, bueno, nosotros, Rebeca y yo, hicimos justamente hace 2 años un artículo sobre una IA que hacía hablar, por ejemplo, con las personas que habían fallecido ya. Ay. Et la question qui est importante dans cette affaire, c'est qu'on n'a jamais testé ça réellement, on n'a jamais pris le temps de vérifier les risques de ces technologies et dans un environnement thérapeutique ou dans un environnement relationnel permanent pour donner des limites et donner un cadre à la diffusion de cette technologie. Justamente que en realidad este sistema nunca se puso a prueba para ver cuáles eran los efectos psicológicos. Digamos que era como una forma de reemplazar el duelo sin hacer duelo. Et donc là, il y a, c'est le typique de ce type d'entreprise qui lance des produits de façon disruptive, comme on dit, et qui se moque des conséquences. Or, il y a des conséquences, pas pour tout le monde, mais des conséquences psychiques pour des personnes plus fragiles qui vont devenir en permanence sous emprise de cette relation avec un être synthétique qui est effectivement avec lequel ils s'engagent très fort affectivement. Es el caso típico de todas estas aplicaciones, porque hay muchas que se están lanzando sin hacer test psicológicos sobre las consecuencias. El problema, por supuesto, que hay personas cada vez más, o sea, hay personas que pueden ser más frágiles que otras y que puede haber consecuencias. Donc l'important, c'est de reprendre ces systèmes-là pour les recadrer et de faire des expériences qui vont valider ou pas l'utilisation de cela pour éviter la contagion, disons, de cette utilisation sans contrôle, parce que là, il y a des risques effectivement d'enfermement dans une relation fictive et qui n'aident pas à entrer dans une relation réelle. O sea, lo deseable es de retomar estas aplicaciones y someterlas a un cuadro, a un marco legal, un marco de referencia para evitar daños, o sea, un aislamiento de las personas que se concentran en la utilización de estos IAs compañeros, porque estos son inteligencias artificiales compañeros de alguna manera. Hola, buenas. Primeramente, muchas gracias por todo lo expresado, muy esclarecedor. Mi pregunta es de carácter un poco personal.
o particular, mejor dicho. Soy estudiante de sociología y recuerdo que en el 2023 escribió sobre el nuevo paradigma sobre las ciencias sociales. Entonces, ¿cuál sería el nuevo paradigma, un poquito más particularmente hablando de la sociología, a raíz de todas estas cuestiones y implicaciones? Muchas gracias. Merci d'avoir lu tout cela. Gracias de haber leído esto. Parce qu'en effet, à partir de l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Porque en efecto, a partir del análisis, en ese libro, o sea, él trata de, a partir del análisis de lo que sucede en las redes sociales, j'ai considéré que nous avions une source d'analyse très fine de nos comportements de propagation, de contagion, comme je viens de dire. a partir de esto consideré que ahora teníamos una fuente de información a partir de nuestras relaciones sociales, muy fina. Et pour être très rapide, dans la sociologie en général, on apprend que nous sommes des héritiers de notre éducation, de notre classe sociale, du lieu où on a été éduqué. O sea, en breve, en sociología aprendemos que somos el resultado de nuestra clase social, de nuestro medio familiar. Et ça, c'est un type d'influence sociale, Pero ese es un tipo de influencia social, l'héritage. la herencia. La deuxième partie de la sociologie, un autre courant de la sociologie et de l'économie notamment, Otra corriente de la sociología, y particularmente de la economía, nous dit que notre condition sociale, elle est issue de nos décisions individuelles, de nos préférences. nos dice que nuestra condición social resulta de nuestras propias decisiones. Et souvent, dans les débats de sciences sociales, il y a un affrontement entre les deux. Y frecuentemente en las ciencias sociales estas dos visiones se confrontan. Ceux qui veulent dire que c'est la faute au système, Algunos que quieren decir que es la culpa del sistema et d'autres qui veulent dire que c'est la faute aux individus. y otro que dice que es la culpa de los individuos, la responsabilidad de Ce qui se transforme en un débat politique un peu stéréotypé souvent. que se convierte en un debate político muy estereotipado. C'est pour cela que je propose d'avoir une troisième source de compréhension de nos influences, Por ello que él propone basarse sobre una tercera fuente d'influence, de influencia, qui est l'influence du voisinage, que es la influencia de la vecindad, es decir, lo que está al lado de nosotros, des rencontres que l'on fait de los encuentros que hacemos dans une ville, en una ciudad, dans une fête, en una fiesta, avec des copains con amigos, et sur les réseaux sociaux notamment. en las redes sociales. C'est donc une influence horizontale Ahí hay una influencia horizontal qui fonctionne selon des principes totalement différents, que funciona sobre principios completamente diferentes, qui sont des principes de propagation. que son sistemas de Petits propagación de pequeños signos, Vous connaissez sans doute les mêmes como por ejemplo los sur memes, Internet. que ustedes seguramente conocen en Internet. Eh bien, vous les avez perçus, même si ça ne vous intéresse pas, vous commencez à avoir vu des mèmes de Trump, par exemple, Seguramente que ustedes los vieron, incluso si no les interesa, por ejemplo, un meme sobre Trump. et ils peuvent avoir une influence sans que vous en rendiez vraiment compte, Y los va a influenciar sin que ustedes realmente se den cuenta. pour une part, et ça peut créer, par exemple, quand on parle de la génération Z, Y puede crear, por ejemplo, cuando hablamos de la generación Z, vous connaissez le logo, le dessin qui est utilisé, qui est issu d'un manga, no sé si ustedes conocen el logo que sale de un diseño manga, de un manga, et qui sert de point de ralliement des générations dans le monde entier, y que ahora está reuniendo a generaciones del mundo entero. sans réellement avoir de programme politique identique. Y que esta generación no tiene realmente un programa político idéntico. Vous voyez que là, ça crée un effet qui peut être positif ou négatif, O sea, hay efectos que pueden ser positivos o negativos, mais il est important de prendre ça en compte aussi, et ce n'est pas un choix individuel, ce n'est pas non plus un héritage de structure sociale. hay que darse cuenta que esto no, o sea, este tipo de influencia no solamente ni es por herencia, ni tampoco es por uno mismo, sino hay otra, es una tercera influencia, C'est ce que j'appelle la théorie des propagations, lo que él llama en su teoría de propagaciones, et qui a un rapport avec ce que je viens de dire, y que en relación a lo que acaba de exponer, parce que l'IA
générative qui produit des contenus, elle va contribuer à diffuser des stéréotypes. Porque la inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es divulgar estereotipos. Et sans nous en rendre compte, nous allons adopter par exemple des images IA. Sin darnos cuenta, vamos a adoptar imágenes de inteligencia artificial. C'est pour ça que j'ai créé un hashtag qui s'appelle Stop Image AI. Un hashtag. Stop Image Por eso es AI. que inventó un hashtag que se llama alto a las imágenes de IA, Stop Image IA. Parce qu'il y a des gens qui maintenant utilisent des images IA pour tout et n'importe quoi et qui sont extrêmement stéréotypées et qui sont une catastrophe esthétique de mon point de vue. Porque ahora todo el mundo está utilizando imágenes que son completamente estereotipadas y eso es una catástrofe artística desde su punto de vista. Et c'est très important, vous autres artistes, de ne pas tomber dans ce piège-là, même si vous utilisez l'IA pour d'autres fonctions. Es importante ustedes como artistas que no caigan en esa trampa, incluso si utilizan la inteligencia artificial para otras cosas. Et ça relève de propagation et d'une mise en forme de nos esprits, d'une influence sur nos esprits qui est difficile à percevoir. Bueno, este es el efecto de las propagaciones que es difícil de realmente observar claramente. Gracias para la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención, la verdad me parece muy interesante, muy útil. En esta sala no solo están estudiantes de teatro, también hay varios estudiantes de danza. Y tengo dos preguntas, uno hacia la licenciatura en docencia de la danza clásica y la otra para danza contemporánea. Y la primera es pensando en esta interacción que también propone Bruno Latour con lo no humano, que también creo que es una tendencia muy interesante. Mis preocupaciones por lo humano en este sentido, y cuál es el riesgo, básicamente, desde su percepción, cuál es el riesgo de esta IA conexionista particularmente sobre el cerebro humano de quien aprende y su forma de conocer, particularmente bajo esta idea de la dispensa del aprendizaje, en donde sobre todo cuando estamos analizando cómo aprende ese nuevo humano, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo frente al cerebro humano? Eso para danza clásica. Y también que tiene que ver con la experiencia sensible con la tecnología. Y vemos cómo los sentidos están interactuando y están creando una nueva gramática del movimiento. Particularmente para danza contemporánea, que está trabajando con coreografía justamente y justamente con la idea de la semántica coreográfica. Tenemos un nuevo lenguaje de movimiento asociado a esto que tiene que ver con la interacción y los sentidos, ¿no? O sea, ya la experiencia sensible no es la misma, ya no contestamos el teléfono igual, ya no experimentamos el mundo igual, pero todavía hay sentidos que se mantienen vírgenes frente a la tecnología, como el oler o el saborear, ¿no? O sea, en estas experiencias. Y ¿cómo usted percibe esta nueva gramática del movimiento, esa nueva semántica del movimiento frente a la IA? Merci beaucoup. Merci effectivement de rappeler mon compagnonnage avec Bruno Latour pendant 30 ans. Gracias por recordarnos el trabajo que hizo con Bruno Latour durante 30 años. Et la question de l'apprentissage d'abord est très très importante parce qu'il ne faut pas penser l'apprentissage comme désincarné ou comme désencastré des situations environnementales, techniques, etc. Es muy
importante la cuestión del aprendizaje, porque no hay que concebirla como una cosa aparte, ¿no? que está separada de las condiciones del ambiente, ¿no? de las condiciones exteriores. Et moi-même, j'ai travaillé toute ma vie à adopter des nouvelles technologies d'enseignement et à inventer avec Bruno Latour des méthodes d'enseignement différentes. Él trabajó toda su vida para inventar nuevas métodos de enseñanza y con Bruno Latour también. Notamment, par exemple, c'est là où c'est très important, Sobre todo, ne pas penser qu'il faut changer notre enseignement parce qu'il y a une technologie. sobre todo no hay que pensar que hay que cambiar la forma de aprendizaje porque llegó una nueva tecnología. Il faut renverser la question et se dire quels sont nos problèmes, quelles sont nos difficultés. Hay que invertir la pregunta, hay que preguntarnos cuáles son los problemas, cuáles son nuestras dificultades de docencia. Et à ce moment-là, dire est-ce que l'IA et certaines IA, une partie de l'IA, peut être utile pour cette question. Y en ese momento, o sea, preguntarnos qué tipo de IA y en qué medida nos puede ser útil para esa cuestión. Par exemple, nous avons travaillé avec Bruno Latour à créer un cursus d'analyse des controverses sociotechniques. Con Bruno Latour se trabajó, por ejemplo, en un curso sobre el análisis de controversias sociotécnicas, controversias sociotécnicas. Et ce qui était très important, c'est que l'objectif pédagogique était de permettre aux étudiants d'aborder la complexité des situations, de se préparer à ces situations. Lo que era importante, el objetivo era que el estudiante fuera capaz de adaptarse a la complejidad de una situación. Et donc d'être obligé de rentrer dans les questions scientifiques, techniques, légales, juridiques, etc. Obligarlo al alumno de integrarse a una complejidad legal, científica, técnica. Et voilà. Et pour cela, il fallait des méthodes qui étaient des méthodes aussi techniques, avec une analyse de réseau des acteurs. Para ello se requería entrar en un método técnico, también como de análisis de redes. De réseau des acteurs. Redes de actores. Et ça, c'est. Mais les technologies que nous adoptions dépendaient de nos choix et de nos objectifs pédagogiques. Las técnicas que empleábamos dependían de nuestros objetivos académicos. De nos visées pédagogiques. De nuestros objetivos pedagógicos. Et non pas en disant ça existe, il faut l'utiliser. No solamente lo utilizamos porque eso existe y había que utilizarlo, no. La différence avec l'IA générative, c'est que cette IA générative a pénétré tous les esprits par un effet de contagion horizontal. Es que ha penetrado por un efecto de contagio de una manera horizontal. Et que même si les enseignants le voulaient ou ne voulaient pas, les étudiants avaient déjà ces techniques sur leurs ordinateurs. Si los profesores no lo quieren, los alumnos ya la tienen en sus computadores. Et donc c'est beaucoup plus difficile de réinventer la pédagogie à partir de cette situation de prolifération. Y por eso es más difícil para los profesores de reinventar una pedagogía. À partir de cette prolifération d'usage sauvage. Sí, porque ya hay una proliferación salvaje de utilización, una utilización salvaje de esta tecnología. Et donc la question qui est posée, c'est de réorganiser, de retrouver un cadre institutionnel. Ahora lo que se propone, o sea, lo que se busca, ¿no? Es tener un marco institucional. Avec un accord avec les étudiants eux-mêmes. Que incluya un acuerdo con los estudiantes. Pour l'utilisation de cette partie de l'IA et pas de celle-là, de faire des règles et de faire une charte. Des principes d'utilisation de cette IA partagée. Para la utilización de esta inteligencia artificial en ciertos casos y no solo estas cosas, para hacer una relación compartida. Donc ça, cela peut être très différent selon les écoles, les objectifs pédagogiques, les enseignants. Todo esto depende de la diferencia entre las escuelas, los objetivos pedagógicos, etc.
Mais nous devons recréer ce qu'on appelle en sciences, en économie notamment, Tenemos que recrear eso que nosotros llamamos en ciencias económicas, des conventions qui vont être partagées et explicites. convenciones que van a ser compartidas y que van a ser explícitas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, En Estados Unidos, por ejemplo, des étudiants se plaignent du fait que les enseignants leur proposent des cours fabriqués avec de l'IA générative. en Estados Unidos los estudiantes se quejan de que los profesores están dando sus cursos, pero que son cursos generados por la inteligencia artificial generativa. Donc, ça marche dans les deux sens. Así que funciona de los dos lados, dos sentidos. Donc on a ChatGPT, c'est-à-dire OpenAI, a été totalement irresponsable en lançant ce système-là sans discuter avec les enseignants et en organisant des tests et en validant certaines applications et pas d'autres. ChatGPT, OpenAI, o sea, lanzaron realmente de manera irresponsable, sin ponerse de acuerdo con nadie, ni con los profesores, con nadie. Ça, c'était la première question. Es La la deuxième, primera pregunta sobre la la deuxième segunda. question sur la forme sémiotique de la danse, comment elle se transforme. Sobre la forma semiótica de la danza y cómo se transforma. Il se trouve que j'ai participé à un projet européen récent Resulta que él trabajó en un proyecto europeo recientemente, dans lequel il y avait des danseurs en la cual había bailarines qui utilisaient la codification là-bas, que utilizaban la codificación LAMDA. ¿Usted qué cree? qui est extrêmement intéressante parce que ça, c'est un système graphique Es muy interesante porque es un sistema gráfico pour penser le mouvement para pensar el movimiento comme système et comme pour augmenter la réflexivité. para aumentar la reflexión. Para aumentar la reflexión, es très fácil, o sea, es muy fácil eso en español. D'augmenter la réflexivité et augmenter la créativité à partir de là. Y aumentar la creatividad. Avec les combinaisons, les choix, les possibles, etc. Donc, et là, on peut utiliser, y compris de l'intelligence artificielle dans ces cas-là, parce qu'elle va vous aider, là aussi, elle va vous aider, elle va être au service d'un système graphique préexistant. Ahí sí podemos ser interesante de inteligencia artificial porque va a estar al servicio de ese sistema gráfico. Et surtout, elle va éviter le gros problème dans la question que vous posez, bien entendu, Y sobre todo va a evitar el gran problema que escuchó de usted, qui est de la diffusion de stéréotypes. de la difusión de estereotipos. Et ça, c'est très important de se rendre compte à quel point la prolifération de contenu Es muy importante eso, de darse cuenta cómo, en qué medida la proliferación de contenido, qui est déjà présente avec TikTok, par exemple, notamment sur la danse, la que ya está presente, por ejemplo, en TikTok, sobre todo en la danza, et qui finalement va être amplifiée encore par l'IA, que va a ser amplificada por la inteligencia artificial, et qui crée des cadres de perception et qui réduisent la créativité. va a decir que crea marcos de percepción y que reduce la creatividad. Donc il est très important dans tous ces systèmes-là de voir dans quelle mesure cela préserve le domaine, la capacité créative, nos compétences, et que cela n'entraîne pas un désapprentissage pour les enseignants, pour les artistes, pour les étudiants, pour le public aussi. En ese sentido hay que estar bien atento de cómo es que esta utilización no va a crear un desaprendizaje para los docentes y para los estudiantes. Y el público también. ¿Funciona? Bueno, mi pregunta es corta. Quiero saber si, hablando de las IAs híbridas, donde hay tanto gente como máquina, ¿hay alguna que conozcan que se base en el arte? O sea, que sea artística, que podamos usar nosotros como estudiantes de artes. Reflexiona.
qui l'utilise surtout pour faire des expériences. Pero que lo utiliza solamente para hacer Des expériences esthétiques, experimentaciones estéticas, des limites et des effets d'émergence de certaines formes, de límites y de la creación de formas, d'émergence, surgimiento de formas surgimiento de formes de la part des IA. de la parte de la... Mais je ne suis pas assez familier des domaines artistiques pour vous dire quel type d'IA est réellement adapté à l'assistance, à la création ou et qui serait hybride. No, pero no está familiarizado con las ideas que serían aptas para la creación. Mais je peux réfléchir à ça et vous répondre plus tard. Pero puede reflexionar sobre esto y responder después. Como último comentario, en la serie de Netflix Stranger Things se admitió el uso de ChatGPT para el último capítulo de la temporada de este año. Mientras grababan, esto también nos demuestra que las grandes empresas aceptan algo no real, haga el trabajo que supuestamente debería de transmitir sentimientos, algo tan importante como lo que es la actuación por el simple hecho de ganar dinero. O sea, poca responsabilidad en el trabajo, amor, creación y comunidad creativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿De qué serie estabas mencionando? Stranger Things. ¿Friends? Stranger Things. Stranger Things es una serie. La pregunta sobre la textualización de Stranger Things. Sobre opinión al respecto de este uso, ¿no? Que le mostró, o sea, que le mostró su utilización como desactor, porque utilizó actores, ¿no? Ellos estaban escribiendo el último capítulo mientras se grababa y utilizaban como herramienta ChatGPT. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es su opinión al respecto de utilizar esa misma herramienta en cosas tan grandes como lo son la escritura de guiones, ya sea en obras y en este caso como series o películas que tienen mucho impacto? Alors, j'ai regardé les 3 premières saisons de Stranger Things. Las primeras 3 temporadas de esta serie y se detuvo, no quiso más. Donc je ne sais pas exactement, mais je vais aller le regarder parce que là ça m'intéresse effectivement et j'avais lu quelque chose. No conoce exactamente ese caso, pero lo va a revisar porque sí le interesa mucho. Mais la façon d'utiliser l'IA générative dans la création des scénarios, El modo de dans la utilizar réalisation, la inteligencia artificial generativa en la creación del guión y la realización. C'est typiquement la même question que celle qu'on a posée tout à l'heure à propos de la danse ou d'autres. C'est comment est-ce qu'elle est reprise, elle est capable de prendre en compte le savoir-faire des experts que sont les scénaristes ou bien les réalisateurs. Es lo mismo que con lo que se discutía sobre la danza, ¿no? Que finalmente va a retomar la experiencia, o sea, el saber hacer de verdaderos expertos que anteriormente han hecho el trabajo. Et donc là, je ne sais pas comment ils l'ont utilisé, quel type de combinaison ils ont trouvé, mais je pense que c'est possible de l'utiliser. Il y a énormément qui avaient déjà utilisé des dispositifs numériques de réalité virtuelle ou autres déjà. Sí, bueno, él desconoce cómo se utilizó, ¿no? Este tipo de realidad virtual. Dans d'autres films avant. Ah, sí, en otras películas, ¿no? Ya se ha hecho utilización de estas tecnologías. Donc là, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Así que no puede responder. Désolé. Voilà, je ne peux pas la réponse précise. Una última intervención. Ella me ha levantado la...
¿Qué opinas sobre todos esos trabajos de, bueno, sobre todo de artes, que están comenzando a ser reemplazados con la IA, como teatro, música, diseño gráfico? Por ejemplo, últimamente he visto mucho que todos los videos promocionales y comerciales, todos son con IA, todo puro comercial, todo ya es pura gente que es con IA, pero igual incluso quita mucho el trabajo a actores que están comenzando, que tenían la oportunidad de participar en comerciales y ya ni siquiera eso pueden. ¿Y cómo piensa o cómo podría usted decirnos cómo podemos evitarlo poniendo nuestro granito de arena como estudiantes? Je pense qu'on est dans une phase d'adoption intensive d'une innovation disruptive et que l'on essaye des choses tout à fait extrêmes. Estamos intentando cosas extremas. Parce que ces firmes-là n'ont pas pris le temps d'organiser la discussion et la convention avec les parties prenantes, par exemple du domaine du cinéma ou de la Porque publicité. estas empresas no se han dado el tiempo, ¿no? de crear una base de discusión para, por ejemplo, para cada dominio, como por ejemplo las películas. Mais je pense qu'il va y avoir des contre-coups, des contre-feux, Él piensa que va a haber una contracorriente et que la discussion va revenir à la fois pour des raisons d'emploi, y que la discusión va a regresar justamente por la cuestión del empleo mais aussi de la créativité. y también de la creatividad. Parce qu'en réalité, ces systèmes-là sont de toute façon porteurs de stéréotypes et d'effets de moyenne. Porque de todos modos los sistemas son portadores de estereotipos y de cosas promedio. Parce que ce sont des systèmes statistiques, même dans les scénarios. Son sistemas estadísticos incluso para la escritura de guiones. Et ça, c'est très important de se rendre compte que le public, lui aussi, va commencer à apprendre à repérer des stéréotypes et à se dire, bon, Lo que él dice es que, bueno, finalmente también probablemente sea el público que también va a empezar a cansarse de este tipo de estereotipos. donc il ne faut pas du tout baisser les bras, No hay que bajar los brazos, il ne faut pas non plus se dire, ça n'existe pas, ni tampoco decir que eso no existe, mais il convient de prendre juste ce qu'il faut pour augmenter ses propres capacités d'artiste. hay que tomar justo lo que nos sirve para aumentar nuestras capacidades artísticas Sans se retrouver pris dans la logique du système statistique qui gouverne tout ça. sin encontrarse sometido al sistema estadístico de promedio. Et pour ça, il faut partager les expériences, tout ce que chacun fait petit à petit, Es importante compartir las experiencias entre nosotros para saber cada quien qué está haciendo avec un esprit très critique, con la IA, con un espíritu muy crítico, et pas critique seulement sur le plan de la performance ou de la performance économique ou en termes d'audience, no solamente críticamente en términos de performance, ¿no? Económica ou d'audience, o de audiencia, mais aussi en termes de critique esthétique et de conséquences, avec toutes les conséquences que j'ai déjà évoquées. Est-ce que réellement on est prêt à accepter les conséquences de tout ce que l'on fait en utilisant cette technique-là? sino una crítica estética, Et une critique responsable quant à toutes les dimensions que j'ai évoquées. sí, una crítica responsable, está tomando en cuenta todo lo que ya evocó. Et ça, il faut le faire collectivement. C'est-à-dire qu'il faudrait presque tenir un registre Hay que des hacerlo expériences colectivamente, haciendo tener un registro de experimentaciones, de experiencias, pour pouvoir dire ça, ne le faites surtout pas. Ouais, c'est pour ça que je peux vous dire, par exemple, ne faites surtout pas de bibliographie avec ChatGPT. para identificar justamente lo que no hay que hacer, como por ejemplo, él identificó que nunca hay que hacer una búsqueda de bibliografía por ChatGPT, que ya lo experimentó, no sirve. Donc toutes ces expériences-là, petit à petit, vont s'accumuler et créer des limites, un cadre qui petit à petit doit être imposé dans l'enseignement comme dans l'activité des entreprises ou chez les créateurs. Et on va avoir Con todos estos registros se va a hacer una base de datos de todo esto que no se debe de hacer en cada disciplina. et dans certains cas se dire il faut
préserver des domaines où on n'utilise pas du tout l'IA. Y probablemente en algunos dominios, vamos a decir que no hay que utilizar la IA generativa. Et je dis bien l'IA générative, parce qu'il y a d'autres IA qui peuvent jouer un rôle utile, qui peuvent être très robustes et très contrôlables. Hay que subrayar que él habla nada más de la IA generativa y no de otras IAs que pueden ser muy útiles y que pueden ser modulables. Et c'est pour ça que je travaille avec d'autres chercheurs qui ne travaillent pas avec les large language models, qui sont une impasse. Por eso él trabaja con investigadores que no trabajan con el modelo alargado del lenguaje. ¿Okay? Tenés que escribir les large. Ah bah, large language model, oui, ça c'est d'autres modèles que les large language models. Que large language model es el... Mais on est obligé de prendre en compte le fait que ces modèles sont très puissants, techniquement, et d'autre part qu'ils sont très diffusés et très offensifs sur le plan commercial et idéologique. Hay que tomar en cuenta que son modelos muy comerciales, muy difundidos y muy agresivos comercialmente. Muchas gracias al doctor Dominique Bullier y a la doctora Rebeca Bullier. Muchas gracias por compartir su investigación con nuestra comunidad. Quiero agradecer especialmente al maestro Carlos Castro, que nos ayudó a gestionar la presencia de los doctores Bullier. Al maestro Brian por ayudarnos a orquestar en el tiempo de las clases de iniciación de las técnicas de investigación, y al área de danza, que también colaboró para que exista la presencia de ustedes también. Muchas gracias a ustedes por su atención, por sus preguntas. Creo que nos quedamos, o de manera personal, y les comparto, me quedo con la idea de que ante estas posibilidades es vital ejercer nuestro pensamiento crítico y defender la singularidad de nuestra mirada y de nuestra sensibilidad. Como dijeron, no se trata de no hacer como que no existe, sino de utilizarlo críticamente y conociendo sus límites y siendo explícites al respecto.